BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. Allez, c'est reparti, deuxième partie de quoi je me mêle et on va se plonger dans les archives, on va se plonger dans le passé avec notre archiviste en chef, c'est Christophe Joly, salut. Salut Anthony. Pour la rubrique nostalgique, on adore cette rubrique qui nous permet de effectivement revenir sur les grands succès, pas toujours d'ailleurs, de la tech. Parfois, on va fouiller dans le cimetière de la tech pour aller retrouver des archives extraordinaires. Mais là, on va parler d'une technologie qui, pour le coup, est toujours présente dans nos vies, alors qu'elle a quasiment 30 ans, et même qui est plus présente que jamais dans nos vies. Et j'allais même dire, quand tu m'as présenté le sujet, j'ai immédiatement pensé à ce mème sur Internet, vous le connaissez sûrement, de la pyramide de Maslow. Vous voyez ce que c'est la pyramide de Maslow, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pyramide des besoins humains. Donc tout en bas de la pyramide, il y a les besoins primaires, donc manger, boire, dormir, exactement. Et puis après, on va vers l'estime de soi, enfin il y a plein de choses comme ça, et puis c'est une pyramide comme ça. Et il y a des petits malins qui se sont amusés à ajouter en dessous, à la toute base de la pyramide, le Wi-Fi, parce que c'est peut-être plus important encore que manger et boire. C'est dire à quel point c'est devenu important dans nos vies. Voilà. Bon, c'est un petit peu exagéré, évidemment. On peut vivre sans Wi-Fi, on peut pas vivre sans boire. Qui n'a pas été en panique un jour à l'idée de ne pas avoir de Wi-Fi, ça c'est clair. Pas de connexion, ça c'est clair. Et c'est problématique. Donc c'est un presque anniversaire, 30 ans. C'est un 97, c'est ça? Voilà, 97. Est-ce que tu te souviens de 97? Est-ce que tu te souviens que c'est l'année où Deep Blue, d'IBM, a battu Garry Kasparov aux échecs? Moi, tu sais, j'adore les échecs, alors ouais, bien sûr, c'est une grande date pour moi. C'est l'année du lancement de Netflix. Rappelle-toi, Netflix, c'était un service de livraison de DVD à domicile. Mais oui, ça les gens ne le savent pas forcément. C'était pas un service de streaming. Ouais, et je me rappelle qu'on en avait parlé à l'époque où j'étais chez 20 minutes. L'enregistrement du nom de domaine de Google, 2097, l'USB 1 se généralise, la Nintendo 64 fait un carton, et c'est l'année du retour de Steve Jobs à la tête d'Apple, à titre intérimaire. Bon, l'intérim durera un peu plus longtemps. Mais voilà. Et aux origines du Wi-Fi, en fait, si on va plus en avant encore, ça monte à la fin du 19e siècle. C'est l'Italien Marconi qui a eu cette idée de transmettre du télégraphe sans fil posant les bases de la communication radio. En fait, Marconi, c'est la radio. C'est la radio. C'est l'inventeur de la radio. Ouais. Et c'était son idée initiale qu'il est parvenu à transposer. Alors, de façon plus contemporaine, il s'est passé pas mal de temps. En 71, l'université d'Hawaï, avec le projet Aloha Net, consiste à relier des ordinateurs des différentes îles par ondes radio pour accéder à ARPANET. ARPANET, c'est l'ancêtre d'Internet. Et on se rapproche de nous quand même, du Wi-Fi d'aujourd'hui, qui remonte aux années 90 avec un premier brevet déposé en 92. On le doit à John O'Sullivan, un chercheur australien, d'un labo qui travaillait sur les ondes radio dans le cadre de la recherche astronomique. Donc son intention, ce n'était pas de faire le Wi-Fi tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ils ont travaillé à rendre la transmission de données sans fil rapide et plus puissante. Il dépose ce brevet, donc en 92, et en 97, le I3E, donc le Institute of Electrical and Electronics Engineers. C'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire, j'ai bien brouillé. Publie la première norme, l'I3E 802.11, qui est notre norme Wi-Fi d'aujourd'hui, avec un débit à 2 mégabits seconde. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu disais, parce qu'en fait, c'était des champs de recherche pour le spatial. Et c'est souvent comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches dans le domaine spatial qui ensuite, à la vie quotidienne. C'est ça, et deviennent des révolutions. À ceux qui parfois disent « Ouais, mais on dépense des milliards pour la conquête spatiale, ça sert à rien, etc. » Bah si, en fait, vraiment, il y a des trucs incroyables qui ont été inventés, les IRM, enfin, il y a plein de choses, en fait, qu'on doit à la conquête spatiale. Et donc, la recherche astronomique, et finalement, ça nous sert à nous au quotidien. En 99, ça c'est intéressant, se crée la WECA, la Wireless Ethernet Compatibility Alliance, qui regroupe des fabricants, des constructeurs. Il y a Harris Semiconductor, il y a Cisco, ils ont Cisco de l'époque, Lucent, Nokia, Symbol Technologies. Donc ça veut dire qu'ils parviennent à se mettre d'accord sur cette norme. Et ça, c'est central dans le développement du Wi-Fi. On sait que la tech est coutumière, des guerres, on en a souvent parlé. Alors une fragmentation qui, en général, mène à des échecs. À des échecs. Ouais. Et on en connaît quelques-uns. Donc là, ils créent en 2003 la Wi-Fi Alliance. Et là, ils adoptent deux normes, la 802.11b et la 11a, avec des débits de 11 mégabits seconde et 54 mégabits seconde. Donc là, commence à aller crescendo, toujours assez faible par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ce sera l'occasion d'une première bataille juridique aux États-Unis entre le labo australien, qui reproche à 14 entreprises américaines, Dell, HP, Microsoft, Intel, Nintendo, Toshiba, d'utiliser le Wi-Fi sans payer de licence. Ah oui, ils considèrent que ça leur appartient et qu'il n'y a pas de raison de payer une licence pour ça. Ils se sont appropriés une innovation australienne, en fait. Voilà, australienne. Et en fait, le labo a obtenu gain de cause puisque les constructeurs ont dû payer plus de 200 millions de dollars de royalties au labo. Quand même. Ils ont pu continuer à développer. Ça reste malgré tout un bel exemple d'une technologie adoptée par tous les acteurs,
sachant qu'au début, ce n'était pas complètement interopérable. C'était un peu spécifique en fonction des constructeurs. Est-ce que tu t'imagines aujourd'hui te connecter à un Wi-Fi en fonction de ton PC, de ton réseau, de ta connexion? C'est juste inimaginable. C'est ça qui fait que ça a fonctionné à un moment donné. L'élément clé du développement du Wi-Fi et de son imposition dans les foyers, c'est Apple, si tu t'en souviens. Non, je ne me souvenais pas. C'était donc en 99, Steve Jobs, lors d'un Macworld à New York, est sur scène avec un e-book sans fil et il se connecte à Internet, donc sans fil, et c'était les débuts du Wi-Fi. Mais il n'y avait pas déjà, les PC à cette époque-là ne se connectaient pas en Wi-Fi, c'est vraiment eux qui démocratisent ou qui lancent vraiment la installé technologie. pour le grand public. Ça, alors, au prix Apple, on le verra tout à l'heure, c'était assez coûteux, mais ça a vraiment marqué le lancement du Wi-Fi pour le grand public. Selon Apple, ils ont présenté à l'époque la carte AirPort qu'on insérait dans cet e-book. Et ensuite, il y avait la base AirPort qui intégrait un modem et qui permettait de connecter jusqu'à 10 iBooks. Donc, c'est quand même pas mal, hein, avec 11 mégabits seconde de débit et une distance de 45 mètres. Donc, c'était quand même pas mal, un petit foyer pour vous connecter à Internet avec le débit associé assez faible malgré tout. On n'était pas dans les débits qu'on a aujourd'hui. En plus, c'était du débit théorique, un maximum théorique comme à chaque fois. Donc, j'imagine que... Et plus tu étais nombreux à te connecter, à mon avis, il fallait être patient. Peut-être qu'il valait mieux sortir le Minitel à ce moment-là. Le prix, ça coûtait $100 pour la carte AirPort et $300 pour la borne. Donc, c'était un coût assez élevé, mais rapporté au coût plus Apple, l'abonnement, après. Plus l'abonnement, évidemment, puisqu'à l'époque, il fallait souscrire un abonnement. En 2014, la Wi-Fi Alliance regroupe 600 acteurs. Donc là, pour le coup, la grande majorité des opérateurs, on n'a pas d'autre choix que d'adopter le Wi-Fi et se crée le logo Wi-Fi Certified qui permet de s'assurer que c'est compatible. Les médias, ce qu'ils en pensent, c'est une révolution évidemment. J'ai regardé ce qu'ont dit 01net, Télérama, Wired, alors vas-y. PCMag. Globalement, c'est une révolution. Alors, ils parlent de la révolution Apple. Hein. C'est vraiment ça qui a fait parler le plus. Internet nomade à la maison, sans fil séduit. Mais attention aux voisins qui pourraient espionner vos mails. On va voir que le sujet de la sécurité commence à s'inviter dans les débats. Wired dit une révolution pour les ordi portables, mais une sécurité de niveau professionnel est nécessaire. PCMag, excellent débit, problématique de la portée à travers les murs, donc de la difficulté parfois à se connecter à travers des murs. Achetez dès maintenant si vous êtes un early adopter. Voilà, donc réservé un peu aux geeks. Tu es, et que tu as dû être... Ouais, mais à l'époque, j'étais encore jeune, moi, j'étais chez mes parents et le Wi-Fi est arrivé très tard. Hein. Nous, on a eu, je me souviens que... Mais ça a été la révolution, c'est vrai qu'on a connu cette époque-là, nous. Bien sûr. C'est-à-dire le fait de passer... moi, je me souviens de la 56K qui grésillait, etc. Et puis, à un moment, ah oui, on a ADSL et Wi-Fi. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est magique. Voilà, tu l'as dit, c'était magique. Et la question ne se pose plus beaucoup aujourd'hui. Et le New York Times dit, réseau domestique sans fil, l'installation est facile, mais votre signal est-il protégé de la rue? Et on verra qu'après, ça, c'est quand même pas mal posé comme difficulté. Il y a eu pas mal de problématiques sécuritaires. S'agissant d'Apple et de son AirPort, les utilisateurs saluent la simplicité de configuration et d'utilisation. On est chez Apple, hein, c'est l'un des traits de force de cette marque. Au rang des reproches, c'est le coût élevé. Considérant le prix d'un e-book à l'époque, il faut le relativiser, mais c'était quand même assez cher. Et la compatibilité centrée sur l'écosystème Apple. Et là aussi, on est chez Apple, on sait que ce sont des systèmes fermés, on leur reproche. Ce qui va vraiment changer, c'est en 2002-2003. L'ART de l'époque autorise le déploiement du Wi-Fi dans l'espace public. Et ça, c'est assez décisif dans le déploiement du Wi-Fi. Aujourd'hui, tu accèdes au Wi-Fi, tu vas dans n'importe quel bar, café, resto, tu as du Wi-Fi ouvert, la majeure partie du temps gratuit. Tu demandes le mot de passe au serveur, rentre le fil et tout va bien. Et là aussi, il faut faire attention en termes de sécurité. Hein. Les hotspots, il y a quand même des dangers aussi. Hein. Voilà, point de vigilance, effectivement, à ce titre-là. Alors, avant que l'ART n'autorise dans le domaine public, c'était réservé aux lieux privés, entreprises, domiciles. Et là, ils l'ont autorisé. Avec des cafés Wi-Fi qui commencent à émerger, laissant place aux cybercafés. Je te rappelle, c'est rangées d'ordinateurs connectés à Internet qui peu à peu ont disparu au bénéfice des cafés lambda. Et je ne sais pas si tu te souviens, si tu connais le prix de la connexion Wi-Fi pour 2 heures chez France Télécom à l'époque. Ah, vas-y. C'est 15 € pour 2 heures. 15 € pour 2 heures. Ouais. Waouh. Mais alors, c'est pas les foyers qui s'équipaient de ça. Il y avait quelques foyers, je pense, mais c'était globalement une clientèle pro. Ouais. Et alors c'était beaucoup moins cher pour 24 heures, c'était 30 €. Donc rapporté, effectivement. Ouais. Mais quand même, quand tu imagines aujourd'hui ce que ça coûte rien du tout. Mais en même temps, c'était Internet qui coûtait cher d'une manière générale. Les abonnements à la maison étaient chers. On achetait les magazines avec les CD à l'intérieur qui te donnaient des heures d'Internet. Je me souviens, tu avais ce truc-là et tu pouvais avoir 10 heures, 20 heures, 30 heures gratuites sur le mois et tu essayais d'en gratter le plus possible. Mais sinon, après, ça coûtait affreusement cher. Enfin, c'est vrai que là, on a plus l'idée de ça, hein. On l'oublie parce que c'est toujours pareil, quand on est dans le confort, on oublie qu'on est dans le confort, mais c'est vraiment, les prix ont incroyablement dégringolé, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On a une vraie chance par rapport à ça en France. Vous allez aux États-Unis, c'est pas la même. Et dans ce contexte-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais on cherchait les hotspots gratuits
Parce que la data sur les téléphones coûtait cher également. Forcément. Donc finalement, c'était un peu la chasse, notamment quand on était à l'étranger, parce que le roaming n'existait pas encore à l'époque. Il y a eu des mauvaises surprises au retour de vacances. Ouais, des fois ça piquait un peu. oui, même beaucoup. Ouais. Parce il suffit d'aller en Suisse parfois. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'utilisais Waze, quelques instants. À l'époque, la Suisse n'était pas intégrée dans mon forfait, ça m'a coûté vraiment très cher. Maintenant, on te le dit quand même, non, on ne te dit pas, tu as Désormais, utilisé oui. tant de... Désormais, oui. Parce que je me souviens, il y a eu des articles, mais c'est encore le cas de gens qui reviennent de pays où il n'y a pas de roaming, où il se reprend une facture de 20 000 € en rentrant, et là, ça douille un peu. Quoi. Oui, ça fait cher les vacances. Hein. Pour le sujet de la sécurité, en 2006, 60% des réseaux Wi-Fi domestiques sont piratables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés par un mot de passe. Donc là, le sujet est vraiment important et on commence à s'en saisir, on commence à sensibiliser au sujet. Je te donne un petit mot sur les débits, parce que c'est quand même central. Bien sûr. Une connexion assez rapide. Donc en 99, on est à 11 mégabits seconde et 54. 2009, on passe à 600 mégabits seconde. 2013, on franchit un gap important. Alors on est toujours en théorique, hein, comme tu le disais tout à l'heure, entre 3,5 et 6,9. Et aujourd'hui, on est dans Wi-Fi 7 à 46 gigabits seconde. Donc on voit vraiment il y a une progression très très forte. Il y a aussi le sujet de la stabilité, de l'importance, de la capacité à passer à travers les murs, des relais et autres. S'agissant d'Apple, ils arrêteront leur gamme AirPort en 2018 avec l'AirPort Extreme qui avait été lancé en 2013. Maintenant, le Wi-Fi dans la maison via les box, donc on n'a plus besoin de ces routeurs. Il nous reste 1 minute. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Alors, où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, on a 21 milliards d'appareils Wi-Fi actifs dans le monde, donc c'est quand même très conséquent. Ce qui est intéressant, c'est que tu as une part de marché assez équilibrée entre les Wi-Fi 4, 5 et 6, à hauteur d'un tiers pour chacun d'entre eux, et le Wi-Fi 7 représente 5% du marché aujourd'hui. Donc on se rend compte qu'on n'est quand même pas très très connecté en Wi-Fi 7. Globalement, on se connecte en Wi-Fi via ses tablettes, ses smartphones, un peu ses PC et ses ordi, mais somme toute pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on regarde via le Wi-Fi? On fait du streaming vidéo et audio principalement, du web évidemment, un peu de télétravail, mais pas beaucoup, et un peu de jeux en ligne. Ce qui est attendu pour demain, c'est le Wi-Fi 8 évidemment, qui va arriver en 2028. Là, l'enjeu, c'est moins le débit que la stabilité et la capacité à gérer des réseaux très très denses dans des stades, dans des choses comme ça, pour absorber des connexions simultanées importante et très gourmande en énergie quand on parle de jeux en ligne par exemple ou de streaming. Avec un nombre d'appareils Wi-Fi, je reprends ta fiche, mais qui devrait dépasser les 25 à 30 milliards. 25 à 30 milliards, c'est quand même énorme. C'est quand même un truc de fou. Donc voilà une technologie qui a complètement transformé nos vies et qui continue de la transformer et qu'on doit donc à des chercheurs australiens. Alors on a appris plein de choses grâce à Christophe. Merci beaucoup de t'être replongé pour nous. Wi-Fi. Ouais, profitez bien de votre connexion Wi-Fi. J'espère pour regarder et écouter De quoi je me mêle, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.